Bonjour et bienvenue à l'émission Pleine Page. Nous recevons aujourd'hui Philippe Maire pour son dernier ouvrage, L'Iconoclaste, aux éditions Hérault. Je crois savoir que c'est votre dernier ouvrage, Philippe Maire. C'est mon dernier ouvrage, c'est mon 5e livre, voilà. D'accord. Alors, vous êtes avocat de profession. Retraité, avocat honoraire. Retraité honoraire. Et je voudrais vous poser la question par rapport à votre dernier ouvrage, L'Iconoclaste, un titre assez intrigant. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un iconoclaste et pourquoi avez-vous choisi ce titre pour faire la biographie de Joël Bonnemaison? Un iconoclaste, c'est un chasseur de bêtises. Et comme la bêtise humaine est sans doute ce qui est le plus répandu dans la société, il y a du travail. Et Joël Bonnemaison a passé son temps et sa vie à chasser la bêtise, souvent à ses dépens d'ailleurs. J'y reviendrai éventuellement. D'accord. Alors, quand on lit votre ouvrage, on pense au mot de Stendhal, l'enfant c'est tout l'homme. Parlez-nous en premier de l'enfance de Joël Bonnemaison, ce qui l'a formé, on va dire, pour toute sa vie future. L'enfance a conditionné sa vie, puisque sa vie est pas un long fleuve tranquille, mais une quête d'identité, puisque ses parents se sont connus à l'occasion d'un bombardement. Ils étaient tous les deux, elle veuve, lui veuf, et ils se sont connus à l'occasion d'un bombardement dans un abri. Et lui était un aristocrate, Robin de Morery, et elle, une féministe de gauche, fonctionnaire, franc-maçonne. Donc c'était le mariage des extrêmes, et ce qui explique sans doute le cheminement de Joël Bonnemaison et sa vie elle-même. Et comme le père était un aristocrate, très aristocrate, dans sa culture, dans sa vie, dans son milieu personnel, il n'a jamais reconnu Joël parce que la mère de Joël aurait constitué une mésalliance s'il l'avait épousée. Mais il a subvenu à son éducation jusqu'à sa majorité et il s'est toujours occupé de lui sans le reconnaître. Ce qui fait que Joël s'appelle Joël Bonnemaison, c'est le nom de jeune fille de sa mère, et non pas Robin de Morery comme il aurait pu s'appeler si son père l'avait reconnu. D'accord. Et ce départ dans la vie a conditionné toute sa vie et la recherche du père qu'il n'a cessé de faire et qu'il continue sans doute à faire encore aujourd'hui. Alors, Joël Bonnemaison aime à se définir comme une sorte de jacobin. Il met en avant qu'il a toujours été à l'école publique, jusque par exemple lorsqu'il est à La Roche, il travaille au lycée Herriot, et Mortagne-sur-Sèvre, etc. Donc, il y a aussi, ça c'est plutôt l'influence de la mère. Absolument. Il est tiraillé entre l'influence aristocratique de son père et les références culturelles de la mère. Ce qui a entraîné, on va dire, des séparations, des éloignements du père. Oui. Et il a suivi de loin sa mère, par moments, plus près, plus loin. Le grand écart permanent qu'il a fait, puisqu'il a été délégué syndical et ami d'Alexandre Hébert, et à côté de ça, il a côtoyé également Jean-Marie Le Pen. Voilà. Alors, on va parler tout de suite. Alexandre Hébert, Jean-Marie Le Pen, cherchez l'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Alexandre Hébert, c'est un peu le père de substitution, c'est l'influenceur, le guide, le maître, le papa aussi. Il a écrit d'ailleurs une biographie sur Alexandre Hébert. Et effectivement, il a eu beaucoup d'influence sur Joël, notamment dans sa formation intellectuelle et culturelle. Et c'est la deuxième partie du livre d'ailleurs. Alors Alexandre Hébert, il faut un anarcho-syndicaliste, leader de la gauche extrémiste et révolutionnaire de mai 68, qui a séquestré le patron de la SNIAS à l'époque, qui est devenu Airbus, qui a participé à l'invasion de la préfecture qui a failli mal tourner, etc. etc. Et c'est le guide de Joël Bonnemaison. Et pourtant, toute ressemblance avec... pourtant, ces deux hommes se sont plutôt entendus, puisqu'ils sont devenus les témoins de mariage. Alors, Jean-Marie Le Pen, absolument. Alors, racontez-nous ça, l'improbable, c'était le chapitre, alors ça, on a fait le chapitre Alexandre Hébert, et le chapitre de Jean-Marie Le Pen. Alors, si vous voulez, il faut remonter un petit peu aux élections présidentielles de 65.
où Jean-Marie Le Pen avait fait 0,70 ou 75% des voix. Et Joël travaillait pour un journal et était chargé de faire des reportages sur les petits candidats qui n'avaient pas tellement brillé aux élections. Et il a proposé à Jean-Marie Le Pen de le rencontrer. Et il y a eu un déclic, parce que Jean-Marie Le Pen n'est pas l'ogre hirsute et infréquentable, puisque c'est un homme de culture, et qui est, contrairement à sa fille, qui est extrêmement cultivée, intellectuel, très cultivé. Il a d'ailleurs fait une thèse sur l'anarchie. Il a fait une thèse sur l'anarchie, une thèse de doctorat en droit sur l'anarchie, ce qui explique la filiation éventuellement, ou le contact avec Alexandre Hébert. Le contact a été fait puisqu'ils étaient tous les deux les témoins du deuxième mariage de Joël, puisqu'il y avait à la fois Alexandre Hébert et Jean-Marie Le Pen, ce qui a failli provoquer une crise d'apoplexie du maire de Beaupro, je crois, qui était chargé d'officier. Alors, on revient un petit peu à la carrière si on peut appeler ça une carrière, de Joël Bonnemaison. Il a commencé par faire des piges sportives, lui-même ayant été prof de sport. Plus tard, il va aller travailler à Paris, au Meilleur d'Alain H, si je me souviens bien, et au Quotidien de Paris de Philippe Tesson. Mais déjà, on sent chez lui poindre le polémiste. Une anecdote à propos de Philippe Tesson qui est assez intéressante. Philippe Tesson, que Joël croise un jour dans l'ascenseur, comme c'était le patron du journal et que Joël faisait des piges, ils n'avaient pas l'occasion de se rencontrer très souvent, mais il se trouve qu'ils font ascenseur commun un jour. Et Philippe Tesson dit à Joël, Joël, êtes-vous caractériel ? Et Joël est un peu intrigué par la question, il dit, si je dis oui, je suis un petit peu dans la mouise, et si je dis non, c'est pas la vérité. Alors, il dit non, et Tesson lui répond, c'est dommage parce que je ne travaille qu'avec des caractériels. Il avait une chance sur deux de se tromper, il s'est trompé, et je dis dans le livre, c'est quand même pas très fort, ça frise la faute professionnelle pour quelqu'un qui travaillait pour un journal de pronostic, le Meilleur en l'occurrence. Alors, dans la suite de sa carrière de littérateur polémiste, Joël Bonnemaison va se retrouver assez vite à Nantes, dans le milieu nantais, et là où il va écrire dans des feuilles un peu éphémères, comme Nantes et les Nantais, ou les contes, comme Comté, du Lundi, parodie d'Alphonse Daudet, et où il peut se lancer dans la polémique plus politique, plus locale, nantaise. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cet épisode-là ? Oui, alors, pour moi, c'est peut-être pas le cas pour Joël, mais pour moi, cette période est assez marginale, dans la mesure où, malheureusement, chaque fois qu'il intervenait dans un journal, le journal fermait ses portes 3 mois après, ce qui fait que, on ne peut pas dire que ça ait laissé une trace dans l'histoire. Par contre, ce qui laissera, je pense, une trace, c'est son œuvre de théâtre et de livres, puisqu'il a écrit une quinzaine de pièces de théâtre. Beaucoup plus que ses essais qui ont peut-être contribué à construire son écriture et sa passion pour le théâtre et la polémique, peut-être aussi. Alors, après l'écrit, l'oral, donc Joël Bonnemaison est embauché à France 3 Le Mans, comme présentateur, on va dire ça comme ça. Journaliste. Il présente le journal régional, oui. Et ça va l'amener à partager 2 passions, celle finalement du journalisme et en même temps celle de la passion pour l'automobile, pilote de course. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter comment tout ça s'est embrayé, dirons-nous ? Alors embrayé, je vous félicite, c'est le cas de le dire. Et alors, il est nommé très vite grand reporter à FR3, plus spécialement chargé du sport automobile, ce qui l'amènera à suivre les cours du Grand Prix de Grand Tourisme et à faire, pas le tour du monde, mais enfin il a suivi des Grands Prix à Indianapolis, un peu en Angleterre, etc., Silverstone, etc., et à entrer en contact avec les pilotes comme Pescarolo et un certain nombre de pilotes, Manceau d'ailleurs, Migaud, Pescarolo, qui faisaient les 24 heures du Mans et qui étaient basés au Mans. Et puis, de l'observation à la conduite, il n'y a qu'un pas qu'il a voulu franchir et il a couru 2 fois sur Porsche les 24 heures du Mans. Et dont une fois, et c'est la première, avec un copilote africain. Oui.
c'est pas d'ailleurs C'était très bien, absolument... bon. Je ne vais pas raconter une anecdote qu'il m'a chargé de dire, mais que je n'ai pas rappelé dans le livre, mais que je vais quand même vous raconter. Le pilote africain, c'était un athlète, puisqu'il était spécialiste d'athlétisme, de Tiao. Il était spécialiste du saut en longueur, je crois. Il était très fort physiquement, mais beaucoup moins au volant. Il avait du mal à se qualifier. Et pour faire le temps de référence minima et pour être sûr qu'il puisse se qualifier, on a pris un pilote chevronné, on lui a mis le casque de Thio, la combinaison, et Thio a fait exploser les compteurs. Et c'est comme ça qu'il a été qualifié, qu'il a pu courir lui aussi, pour la première fois pour un Africain, les 24 heures du Mans. À ne pas répéter. Bon, on regardera ça. C'est pour ça que je n'en ai pas parlé dans le livre. D'ailleurs, vous n'avez rien entendu. Non, j'ai rien entendu, personne n'a rien entendu. Alors, en même temps qu'il montre ses grands talents de pilote, Joël Bonnemaison a un engagement syndical très important au niveau national, au sein de Force ouvrière, sous la direction justement d'Alexandre Hébert. Alors, pouvez-vous nous parler un petit peu de cette période où, où avec autour de lui des libertaires, il va avoir un combat syndical important. Alors je crois, là, sauf erreur de ma part, je pense que c'est par l'intermédiaire d'Alexandre Hébert qu'il est rentré à FR3. Et donc il était délégué syndical, FO, et il est devenu à la suite de ça permanent et rédacteur du journal de FO qui s'appelait, j'ai plus le nom en tête, ce qui l'a amené à de fréquents voyages à Paris et à rencontrer Bergeron et toute l'intelligentsia. Mailly, Blondel. Voilà, absolument. Et Mailly et Blondel, c'est un rapprochement très, très intéressant, parce que Mailly était le secrétaire de Blondel et même le porte-serviette. Puisque, à l'occasion... Alors, Joël était un petit peu chagrin, puisque il faisait des articles, mais il était toujours payé avec retard, voire pas du tout. Par un journal qui est un journal syndical dont la vocation est de défendre le salarié. On défend les autres salariés, mais on ne paye pas ses propres salariés. Et Joël, furieux, a pris le train, le TGV, en deuxième classe, j'y reviendrai, pour aller discuter avec Blondel. Et Blondel lui dit, bon, bah, écoute, Joël, est-ce que tu fumes? On va prendre un cigare. Ah, j'en ai plus dans ma boîte, dans ma cave à cigares. Alors il sonne, et puis il appelle son secrétaire, qui c'était Jean-Claude Mailly, qui est devenu secrétaire général. Peux-tu aller boulevard Montparnasse, m'acheter 2 cigares, parce que voilà, c'est urgent, on est en rupture de stock. Alors oui, mon général, bien sûr. Alors il y va, et puis il revient. Non, c'est pas cela. Je voulais des Havanes, etc. Peux-tu retourner et demander les cigares que je prends d'habitude? Alors l'autre prend ce petit machin et il repart et il revient un quart d'heure après parce qu'il avait commis un crime de lèse-majesté en proposant au mentor, au duce du syndicat, des cigares qu'il n'avait pas coutume de fumer. Et à la suite de ça, alors pour amadouer son rédacteur velléitaire, Blondel lui dit tu vas me donner tes billets, je vais te rembourser. Comment tu as voyagé en seconde classe? Mais enfin, tu aurais pu prendre dans la première classe quand même. Un syndicaliste, ça voyage en première classe. Et Blondel sort de sa poche une liasse de billets. Il lui en donne quelques-uns, pas de note de frais, rien du tout, ni vu ni connu, je t'embrouille. Et l'affaire s'est terminée au prud'homme à Nantes. Parce que, n'étant pas payé, il a fallu agir contre l'employeur. Et Marc Blondel est convoqué au Conseil des prud'hommes de Nantes et traite avec mépris la juridiction chargée des travailleurs et délègue un avocat parisien qui substitue son client. Or, la présence des parties est obligatoire, même quand on s'appelle Marc Blondel. Et l'avocat s'est fait copieusement tancer par le président de séance, qui était lui-même un délégué syndical, et qui a jugé inadmissible la position et le mépris d'un président, d'un secrétaire général d'un syndicat chargé de défendre les salariés. Alors, et d'ailleurs, l'histoire, parce qu'effectivement, le syndicat a dû payer cher son mépris et le non-respect des droits sociaux. Alors, on va parler d'un autre angle très important de la vie de Joël Bonnemaison, c'est la littérature. Parce qu'au final, sa vraie passion,
c'est bien la littérature, on est d'accord. Bah, évidemment, c'est ce qui m'a incité. Voilà. C'est ce qui m'a incité à écrire ce livre. C'est pas seulement les anecdotes, fussent-elles croustillantes, de ces rencontres avec un tel ou un tel. Ça, c'est l'écume, mais le fond, c'est effectivement une production littéraire importante, une quinzaine de pièces de théâtre qui ont toutes été jouées d'ailleurs, et puis un certain nombre de livres, soit sous son nom, soit sous des noms d'emprunt. Alors les noms d'emprunt, ça peut être, Alors il a été nègre, c'est voilà, ça. absolument. Il a été nègre. Il a été. C'est un gros mot. Il faut oui. dire. Oui, si vous dites je suis black, non, mais nègre, c'est un mot de littérature. Voilà. C'est quelqu'un qui écrit un livre sous un pseudonyme pour un autre. Alors il a été le nègre de René Tragère, pour l'affaire Tragère, et puis d'un certain nombre d'autres. Et il a écrit également sous des pseudos. Notamment son mentor intellectuel qui s'appelle Bussy-Rabutin, et il a emprunté le patronyme de Bussy-Rabutin pour écrire un livre sur le sénateur qui est le journal malheureux du mandat de Michel Chauty comme maire de Nantes. D'accord. Alors, je crois savoir aussi qu'il a été le nègre d'un auteur connu, Joseph Joffo, qui a écrit Le sac de billes, pour Un enfant trop curieux chez Ramsay. Donc c'est quand même, il a quand même été à un certain niveau, au niveau un nègre important. Oui, alors à ce propos, effectivement, il y a une anecdote. Alors, Joseph Joffo habitait un appartement à avenue Foch à Paris, et Joël allait le voir régulièrement pour prendre un petit peu des informations et le tenir au courant de l'avancée du livre. Et un jour, il est invité à déjeuner par Joffo, et puis Joffo lui dit bah, tiens, si tu veux, va à la cave chercher une bouteille. Et Joël, évidemment, enfin connaisseur, prend la bouteille, un grand cru classé, etc. Et il revient tout content de sa pêche, et Joffo lui dit « Je savais que tu me coûterais cher ». Alors, dans le cadre aussi de ses activités, il a participé de près à la création du festival Simnon au Sable d'Olonne, avec là encore de belles rencontres. Oui, notamment le Taille en Terre, et puis, comment il s'appelle, celui qui a été en prison là, pour meurtre, donc j'ai pu... José Giovanni. Voilà, absolument, voilà. Giovanni. Et puis le Taille en Terre, évidemment, avec lequel il a noué une amitié. Le Taille en Terre, c'est un grand commissaire de police, hein, c'est ça? Absolument, oui, qui a commencé en faisant la circulation à Paris, vous savez, avec son imperméable blanc, son képi. Et autrefois, dans les ronds-points, il y avait des espèces d'estrades, et le flic, enfin l'agent, avec son bâton, faisait la circulation. Et le Taille en Terre, qui a terminé comme commissaire divisionnaire à Rennes, donc responsable régional de la police judiciaire, a commencé avec un bâton sur une estrade perchée dans les ronds-points parisiens. Et il a écrit, après sa retraite, un certain nombre d'ouvrages, de romans policiers, inspirés d'affaires vécues. Chasse sanglante en Vendée, par exemple. Alors, non, ça c'est Joël qui a écrit ça. Ah pardon. C'est Joël qui a écrit un polar. C'est le seul polar qu'il a écrit. Voilà, c'est pas le Taille en Terre qui a écrit ça. Non, je parlais pas de Taille en Terre, je parlais de Joël Bonnemaison. D'accord. Donc oui, c'était pour revenir à Joël Bonnemaison. Il a écrit ce polar, donc Chasse sanglante en Vendée. Mais il a écrit aussi des romans historiques avec deux personnages qu'il fascinait, très différents l'un de l'autre, de Charette absolument. Et Clémenceau. Alors. Un peu plus là-dessus. Entre autres, et puis Le fantôme du Puy du Fou, qui est un des romans historiques qui lui ont valu, deux romans historiques qui lui ont valu le prix des écrivains de Vendée. Exactement. Alors ça, on rentre dans le roman historique, et là, effectivement, c'est une épreuve à laquelle je serais totalement incapable de me livrer, parce que c'est extrêmement difficile, et particulièrement le livre sur Charette, où Joël écrit à la première personne. Oui. Il se met dans la peau de Charette au XVIIIe siècle, et il parle à la première personne. Donc ça veut dire que historiquement, il faut avoir des références pour être crédible, et sur le plan du langage, etc., il faut aussi être crédible. Et ça, c'est un travail de roman, de documentation, etc., pour être crédible, quoi. Et ça, c'est un tour de force que je salue.
Et il a écrit également 2 romans sur le Puy du Fou, le fantôme du Puy du Fou. Alors, comme c'est des romans historiques, il y a le mot roman dans historique, il y a histoire, mais il fait parler des gens actuels, Vérac, qui est une famille bien connue encore aujourd'hui, etc. etc. Il intègre la société bourgeoise du XXe siècle ou du XXIe siècle dans un roman historique du XVIIe ou XVIIIe siècle. Alors on peut évidemment pas finir l'émission sans parler de son intense activité théâtrale. Oui, absolument, oui. Alors le théâtre, c'est l'écriture, c'est une quinzaine de pièces de théâtre. Alors que ce soit, alors j'y reviens un petit peu sur Clémenceau. Sur Clémenceau, alors Napoléon en Vendée. Alors Napoléon en Vendée, c'est plutôt une farce qu'une pièce historique. Par contre, la pièce sur Clémenceau est très intéressante parce qu'elle dépeint un peu le personnage. La part du tigre, c'est ça? La part du tigre, et pour synthétiser brièvement la personnalité de Clémenceau, sa cuisinière dit à Clémenceau Monsieur le Président, pourquoi n'avez-vous jamais adhéré au Parti Socialiste? Et Clémenceau répond, parce que je n'ai pas d'argent. Il a aussi écrit une pièce... Il faut savoir que Clémenceau payait son loyer à Paris et dans sa maison de campagne en Vendée, à Jars-sur-Mer. Il n'a jamais été propriétaire de rien. Il a eu des problèmes financiers à la suite de placements, de mauvais placements. Il a remboursé de sa poche jusqu'au dernier centime. Et il est revenu dans la politique après avoir remboursé le dernier centime. On le compare souvent à De Gaulle au niveau de l'intégrité. Et c'est vrai qu'à travers ces personnages, ça a permis de faire le rapprochement avec la classe politique actuelle. Et on s'aperçoit que c'est le déclin extrêmement important entre ces gens-là du courant du XXe siècle et ce qu'on peut côtoyer aujourd'hui. Il a aussi écrit une pièce qui doit vous aller droit au cœur en tant qu'avocat, sur Landru, le procès de Landru. Oui. Alors... parlez-nous un petit peu de cette pièce, qui est assez bouffonne en fait, même complètement bouffonne, et le procès dégénère quasiment en procès de la justice, si on peut dire. Oui. Enfin, ou des institutions. Oui, oui, c'est un pastiche sur le procès Landru. Bon, effectivement, avec... Triste personnage quand même. Oui, c'est un killer de veuves dont il dépossède son argent, de leur argent. Alors, évidemment, l'intérêt, c'est quelques répliques croustillantes du dit Landru qui mène un peu les débats au détriment du président qui semble dans la pièce subjugué par la personnalité iconoclaste de Landru. Moins qu'on puisse dire, oui, iconoclaste. Non mais tout rapprochement avec... étant bien sûr fortuit. Voilà. Alors évidemment, ici, dans la région de Clisson, on va évidemment parler de la création des tréteaux de l'automne. Ouais. Ça a d'abord commencé par les tréteaux de l'automne à la Tranche-sur-Mer, dans un premier temps. La Tranche-sur-Mer depuis, je ne sais plus, une quinzaine. C'est la 15e édition, voilà, je me suis laissé dire, donc il va venir bientôt. Je ne savais pas si c'était 14 ou 16, mais c'est 15. Donc, peu importe. Ensuite, il y a eu Clisson, ça fait 7 ans ou 8 ans. Là, ce sera la 8e année. D'accord, voilà. Vous voyez, j'ai réussi mon examen de passage. Et la Baule qui a démarré l'année dernière, il y a 2 ans, et qui va se pérenniser. Donc c'est bien parce que la Baule, c'est un label et une carte de visite, et ça crédibilise un peu le festival, quoi, qui est un franc succès, effectivement. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire en ce moment ce que vous êtes en train d'écrire, puisqu'on revient un petit peu à vous? Alors ce que je suis en train d'écrire, alors j'ai un livre qui est sorti qui s'appelle Le roman de Jacques Lambert, qui est encore soumis à la correction et à la vigilance de lecteurs tatillons, j'espère, qui ne laisseront rien passer. Et puis j'ai écrit une pièce de théâtre qui s'appelle En même temps, qui a 4 personnages, qui est un petit peu un pastiche sur les dernières élections présidentielles. 4 personnages. Le gendre est un bobo écolo qui roule en 4x4 à 75 000 € et qui vote Mélenchon. Sa femme a voté Pécresse, la belle-mère a voté Zemmour et le beau-père a voté Macron. Et le sous-titre, c'est Quand la politique s'invite en famille. Bien. Donc, je rappelle qu'on peut trouver l'Iconoclaste à la maison de la presse de Clisson et de Valette, et bien entendu à l'adresse de l'auteur.
ou chez l'éditeur, les éditions Héros à Molévrier. Ok. Merci Philippe Maire, et peut-être rendez-vous une autre fois. Avec plaisir.